Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à ce premier dialogue croisé Télérama animé par Pierre Langlais. Aujourd'hui, on sera en présence d'Éric Rochant, le showrunner du Bureau des légendes, et Hugo Blick, le second maître de l'espionnage. Alors, qu'est-ce que c'est Sérimania en quelques mots? C'est 70 séries, c'est 150 projections, c'est une compétition officielle dont le jury est présidé par Martin Oxon, qui est à l'origine de Buffy contre les vampires et de Sharp Objects, que vous avez pu revoir ici au festival. C'est également un panorama international des meilleures séries du moment dans le monde entier. C'est aussi un Best of USA et c'est surtout un village du festival où vous aurez des animations, des expositions, un bar, une librairie officielle du festival. Je vous invite à y faire un tour, c'est au Tripostal. Maintenant, j'invite Pierre Langlais à nous rejoindre sur scène et il va vous présenter ensuite nos deux invités. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux. On va pas traîner plus longtemps que ça. Donc c'est la première édition de ce qu'on a appelé un débat, un dialogue croisé entre deux créateurs. La chance qu'on a, c'est que pour cette première, on a des gens qui sont non seulement scénaristes, mais aussi réalisateurs, producteurs, qui sont complètement impliqués dans leurs séries, dans leurs œuvres, alors qu'ils sont à la fois, qui ont beaucoup de points communs, comme ces photos par exemple le montrer, même si c'est qu'une photo, et qui en même temps sont fabriqués de manière différente par des sensibilités différentes. Donc on va discuter de comment faire un thriller ou une série de suspense ou une série d'espionnage. On verra exactement comment ils voient les choses et on va le faire évidemment en anglais. Donc ceux d'entre vous qui ont des casques, vous pouvez les mettre à partir de maintenant, puisque je vais me mettre à parler anglais pour accueillir nos invités. So first our foreign guest from Great Britain, Hugo Blick, who is a writer, producer, director of The Shadow Line, The Honorable Woman, and most recently Black Earth Rising. Hello and welcome, scénariste, qui a signé notamment tout dernièrement Black Earth Rising et The Honorable Woman. Prenez place. Et notre invité français, Éric Rochant, scénariste, producteur, réalisateur de nombreux films, y compris Les Patriotes et Mobius, créateur du Bureau des légendes également. Alors voilà, servons-nous un verre d'eau avant de démarrer. So we actually, I think we're not going to be sitting for a long time because. Alors, je crois qu'on ne va pas rester assis très longtemps. On va regarder d'abord une petite vidéo pour nous mettre dans l'ambiance. D'ailleurs, peut-être qu'on peut rester assis et nous tourner vers l'écran. Voilà, ce sont des extraits de vos réalisations, messieurs. Éric. I saw those two and I said, ah, that looks alike. First double extract that alors, ce double extrait, alors ça parle beaucoup de secrets, de qui nous sommes, notre identité, ce que nous cachons, ce que nous dissimulons. Et le fait que nous cachons des choses, eh bien, ce que ça dit sur nous et sur qui nous sommes, voilà toutes ces questions remuées par ces deux extraits. Alors vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces sujets? L'espionnage, le mystère, le secret, en gros des histoires d'espionnage, mais c'est plus vaste que ça, n'est-ce pas? Qui veut se lancer? Après vous. Eh bien, ce qu'on a vu s'inscrit parfaitement dans le genre dont on parle, l'exploration de personnages qui cherchent à se dissimuler. Donc, ce genre, le film d'espionnage, je crois que c'est fondamental pour l'exploration, la découverte des personnages. Et cette découverte des personnages, vous savez, s'il n'y a pas de faille dans un personnage, on ne s'y intéresse pas, on n'a pas envie de le suivre.
Donc c'est le ressort dramatique, et ce qui fait qu'on est pris, c'est qu'il y a une faille dans le personnage, celui qui incarne l'histoire qui nous est racontée. Donc par exemple, un secret, ben, ça c'est une faille intéressante. Dans The Honorable Woman, c'était un petit peu un projet d'apprentissage sur le secret. Après, j'ai tourné Black Earth Rising, qui est une exploration un peu plus poussée de ce qu'est le secret. Il s'agit de la maîtrise qu'on a sur un secret. Qui a la maîtrise sur vos secrets? Et dans ce cas-là, comment pouvez-vous vous rebeller, vous en sortir? Et est-ce que vous allez retrouver votre intégrité si vous parvenez à combattre ces influences? Pour le scénario de The Honorable Woman, ça s'inscrit dans le conflit israélo-palestinien. Donc cette idée de retrouver son intégrité, ce n'était sans doute pas le point d'arrivée, mais l'idée de devenir plus honnête et de mieux comprendre les divisions qui existent. Ça, c'était la destination. Mais c'est vrai qu'on démarre toute cette exploration, ce cheminement à partir d'un secret. Et vous, Eric, votre point de vue? On m'a dit une fois que le métier du renseignement, des espions, eh bien, c'est d'essayer à tout prix de savoir ce que l'État veut à tout prix vous cacher. Comprendre quels sont les objectifs d'un État, d'un gouvernement, où il veut aller, et quels sont ses objectifs secrets, surtout. C'est ça l'espionnage, c'est le rôle des espions, découvrir des secrets. Et pour découvrir un secret, il faut avancer masqué, il faut se cacher. Par conséquent, les gens qui font du renseignement, ils font en fait ce qu'on adorait faire étant enfant. Ils se déguisent, ils portent des masques, ils empruntent d'autres identités, ils mentent, ils prétendent être quelqu'un d'autre. C'est vraiment comme un jeu d'enfant, littéralement, l'espionnage, le renseignement. Et c'est fascinant de constater que des gens adultes, censés être sérieux, qui ont un métier sérieux, eh bien, en réalité, leur boulot consiste à s'amuser, à jouer, à emprunter des identités. Je crois que c'est la première chose qui me fascine dans le monde de l'espionnage. Et l'autre aspect, c'est que quand quelqu'un ment à quelqu'un d'autre, ça crée forcément de la fiction. Parce que ça crée des ennuis, des problèmes. Mentir, c'est comme tricher, séduire. Tous ces types de comportements sont très intéressants dès lors qu'il s'agit de raconter une histoire, de créer une œuvre de fiction. C'est très puissant comme ressort. Le mensonge, ça peut mener à des passions, ça peut engendrer de la douleur, de la souffrance aussi. Moi, quand j'entends souffrance, cela dit, je comprends bon scénario, bonne histoire. Il en faut un peu. Et voilà pourquoi ce genre des films d'espionnage se prête très bien au fait de raconter une histoire. Mais pour moi, il y a autre chose. Par ailleurs, je crois que je préférerais dire que, voilà, j'ai tourné un film sur le renseignement, les services de renseignement, voilà. Si vous voulez utiliser le mot espionnage, libre à vous, mais moi je préfère maintenant m'en tenir au monde du renseignement. Pourquoi ? Parce que le genre d'espionnage, bon, c'est un thriller, ce qu'on appelle les films de suspense, mais c'est quand on raconte une histoire où quelqu'un est susceptible de mourir, quelqu'un peut mourir, ça ne raconte pas exactement nos vies, mais là on raconte l'histoire de gens qui prennent des risques, qui sont exposés à la mort. L'enjeu est un enjeu de vie et de mort. Voilà pourquoi c'est si puissant. Mais à l'inverse du thriller, on parle du monde tel qu'il est, du monde dans lequel nous vivons, quand on aborde les films d'espionnage. Donc il ne s'agit pas de trajectoire personnelle. Non, c'est une histoire du monde qui est brossée. Là, c'était
par exemple, pour The Honorable Woman, le conflit israélo-palestinien. Donc c'est un angle pour pouvoir raconter une très bonne histoire avec des scènes pleines de tension, mais pour parler du monde tel qu'il va. Voilà pourquoi ça m'intéresse, ces films de renseignement. Hugo, vous partagez ce point de vue, cette sensibilité que vient d'exprimer Eric sur le film de thriller, non seulement comme un genre, mais plutôt comme un outil pour explorer le monde. Oui, le genre, en fait, c'est le véhicule, le châssis, presque le déguisement. Mais, par exemple, avec The Honorable Woman, je ne vais pas m'intéresser beaucoup au béaba du métier d'espion, si vous voulez. C'est pas ça qui me passionne. Les espions, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui se mentent entre eux, qui mentent à l'autre. Et ce qui intéresse le public, c'est d'essayer de voir qui vous êtes réellement. Si vous portez un déguisement et le public tient à vous démasquer, à savoir qui vous êtes au fond. Evocation of that kind of, because you can't find you. You know, you don't find you in Ripley. Whereas I think et quand on se déguise, c'est ça qui maintient l'intérêt du spectateur. Dans The Honorable Woman, on arrive à comprendre qui elle est, mais derrière le déguisement, on s'aperçoit que c'est une femme brisée. Mais on découvre qui elle est. En optant pour un genre, je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'espace intérieur créé, plutôt que l'extérieur ou les apparences. Il y a une tension, forcément, entre le décor planté, géopolitique, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que pense tel ou tel personnage et pourquoi il pense ainsi, plutôt que de m'intéresser au grand tableau de fond qui, lui, ne change pas. Donc, une réflexion commune, mais des angles différents entre vous deux. Et par ailleurs, dans Le Bureau des légendes d'Éric Rochon, votre personnage porte plusieurs noms. Est-ce que vous partagez, Eric, ce que vient de dire Hugo? Il s'agit aussi de décrypter les mensonges qu'on se fait, y compris à soi-même. Ou est-ce que Malotru est clair sur ce qu'il est? Ou alors est-ce que il se voit lui-même, il s'étudie en tant qu'espion? J'ai enseigné le jeu dramatique. Et puis je parle beaucoup aux acteurs. Bon, tout ça est un peu compliqué, mais quand vous jouez, il faut que vous vous aimiez. Vous devez vous aimer. Et vous devez faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais il faut que vous le sentiez très profondément. Il faut que vous acceptiez de vivre dans la peau d'un autre, réellement. Et c'est un processus assez complexe. En effet, vous devez être quelqu'un d'autre tout en étant vous-même. Car si vous n'êtes pas vous-même, vous n'allez pas bien jouer. C'est intéressant donc quand on s'adresse aux comédiens, aux acteurs, quand on travaille avec eux. Parce que le meilleur moyen de mentir, c'est d'être parfaitement sincère. C'est-à-dire, c'est de croire mordicus en ce qu'on dit, même si c'est un mensonge. On y croit dur comme fer, on le ressent profondément. Et on est crédible ainsi. Voilà pourquoi, parfois, pour le Bureau des légendes, quelqu'un disait, par exemple, il dissimule la vérité grâce à la vérité. En fait, on ne cache pas la vérité avec des mensonges, on cache la vérité avec la vérité. Voilà pourquoi il faut que vous soyez sincère et vous-même pour séduire réellement autrui. Et c'est intéressant parce que ça crée une coupure en vous. Quelque chose de très intéressant. Vous vous forcez à être quelqu'un d'autre, mais pour être réellement quelqu'un d'autre, il faut que vous soyez soi-même à l'intérieur de ce quelqu'un d'autre. Et donc, tout à coup, c'est comme s'il y avait un effondrement en vous et vous ne savez plus où vous êtes. Je crois que les acteurs, s'ils jouent bien, s'ils sont de vrais comédiens, ils ne savent pas où ils sont réellement, où qu'ils sont.
Voilà pourquoi c'est un métier très dangereux, risqué, parce qu'on ne sait plus qui on est, où l'on est quand on joue. Et dès que vous quittez le plateau, que vous sortez d'une scène où vous avez joué, c'est intéressant parce que quelqu'un qui joue bien, vous le voyez tout de suite qu'il a bien joué, mais la personne en question, l'acteur, l'actrice, n'en a pas conscience et n'arriverait pas à le refaire. Hugo Blick, c'est intéressant. Vous savez, j'oublie beaucoup de choses, hein, mais je viens de me rappeler que quelqu'un m'a dit un jour, pour être un bon espion sur le terrain, un bon agent de renseignement, il ne faut pas vous perdre, surtout pas. Donc, cette légende, la couverture de l'espion, doit être assez proche de ce qu'il est en réalité. Votre mère ne va pas s'appeler Margaret, mais Maxime. Ça commence par un mât. Voilà, quelque chose de pas trop loin. Si vous avez été dans tel type d'école, choisissez-en une dans votre identité imaginaire qui n'est pas trop loin, ou sinon vous allez vous planter. Il faut que ça reste dans votre voisinage, juste à un pas d'écart de ce que vous êtes vous-même profondément. Si vous tirez ça trop loin, vous n'allez plus tenir les fils ensemble. Et quand je travaille avec les acteurs, moi j'ai une approche complètement différente de celle de Laurence Olivier, ce grand acteur qui prenait tout sur lui pour devenir un personnage. Il trouvait une démarche particulière, il se changeait un peu la forme du nez, etc. Alors que généralement, quand je rencontre des acteurs, j'aime aller chez eux pour les rencontrer en personne. Et puis je me dis qu'on ferait un bon partenariat dans ce travail qui consiste à accoucher en quelque sorte un scénario, une œuvre. Moi, tout ce que je demande aux acteurs, c'est d'être eux-mêmes strictement. Et plus ils deviennent qui ils sont vraiment, plus ils peuvent adopter le rythme que je veux imprimer à un scénario, et plus ils deviennent transparents dans ce cas-là, et plus le personnage peut s'emparer d'eux. Si ils s'éloignent trop de leur identité profonde, c'est là où on voit le mensonge que vous évoquiez, qui fait qu'ils ne sont plus crédibles. Voilà pourquoi je conseille à tous les acteurs d'être eux-mêmes. Éric Rochant, c'est exactement aussi ce que je dis. La première chose que je dis aux acteurs, c'est ne joue pas. Je t'en prie, ne joue pas. Tu es dans la vraie vie, tu n'es pas sur le plateau. Pense que tu es dans la vraie vie. Tu n'as pas à dire ta réplique, je ne te demande pas de dire ta réplique, je te demande de la penser très profondément, de la ressentir. Et à ce moment-là, les mots vont sortir, le texte va sortir spontanément et il sera juste. Il faut que tu sois vraiment motivé à dire ton texte. Qu'importe la manière dont tu sortiras ta phrase, elle tombera juste. Et vous deux, messieurs, est-ce que, en tant que raconteur d'histoire, vous êtes des menteurs, ou est-ce que, comme vous le conseillez à vos acteurs, vous restez vous-même et tout ce que vous exprimez, c'est vous? C'est un peu comme questionner votre rapport à la réalité, mais en fait, est-ce que votre objectif, c'est de refléter la réalité ou de la créer? C'est la seconde option qui est la bonne, on veut la recréer, la réalité. Alors je pourrais dire qu'on ment tout le temps dès le début de l'écriture du scénario, mais comme un bonimenteur. Mais en fait, vous savez, même les bonimenteurs, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'on voit la petite lueur dans votre œil, qui y croit. Je parlais récemment à un artiste qui s'apprête à présenter une œuvre aux États-Unis. Elle m'a demandé, mais est-ce que je dois leur mentir, un peu habiller, envelopper tout cela? Et je lui ai dit, mais non, raconte-leur ce qui te motive et raconte-leur pourquoi il est crucial que ce film sorte, fait passer l'authenticité, la sincérité de ta foi dans cette œuvre. C'est ce que je lui ai conseillé. Pour moi, il y a deux parties, deux aspects au processus de production qui fonctionnent. D'abord, à la fin de la dernière réplique, dernier épisode du scénario, la toute fin de l'histoire, là, quand je peux me dire, ah, c'est pas mal, ça dure à peu près 10 minutes, ma satisfaction. Et puis, 2 ans plus tard, quand on a tourné le dernier épisode, là, je me dis, ah oui, ça, c'est pas mal. Et donc, en fait, j'ai compté
voyez, ça fait 20 minutes de plaisir sur 4 ans de dur travail. Pas très rentable, pas très bon, hein, retour sur investissement pas terrible. 20 minutes de plaisir en 4 ans. Mais au moins, ça apparaît comme authentique, pas comme un documentaire est authentique. Mais quand je suis relativement satisfait, c'est que je me dis que tout ce que je voulais exprimer, explorer et laisser le public l'interpréter, eh bien c'est comme cela, je trouve le reflet parfait de ce que je voulais. Et à ce moment-là, c'est comme une harmonie qui vous emplit. On a atteint cette singularité que l'on visait. Et quand ça ne fonctionne pas, eh bien vous n'aurez jamais ces 20 minutes de demi-satisfaction. Là, c'est l'horreur. Voilà, donc il faut vraiment y croire et ne jamais vous mentir à vous-même. 20 minutes de bonheur, t'as de la chance. Ah, j'aimerais bien en avoir autant, c'est 20 minutes. 10 minutes et puis 2 ans plus tard encore 10 minutes. Bon, moi je crois que je suis un menteur. Mais je suis à fond complètement dans mes mensonges. D'ailleurs, je ne sais pas on ne sait pas ce qu'on fait réellement. Moi, je suis un menteur parce que... Bon, pourquoi est-ce que j'essaye d'être réaliste? Je m'efforce d'être aussi réaliste que possible uniquement pour raconter une histoire et pour que les gens y accrochent à mon histoire et y croient. Moi, je veux que mes histoires soient ancrées dans le réel. Pas parce que j'ai quelque chose à dire, je veux dire quelque chose, ou uniquement pour avoir un lien avec le monde dans lequel je vis, mais aussi parce que je pense que dans la réalité, dans le vrai monde, les gens vont croire à mon histoire. C'est ça que je veux obtenir. Donc, pour être réaliste, le meilleur moyen, c'est de mentir. Mais quand on ment, en fait, on ne mesure pas exactement ce qu'on fait, parce qu'on est à fond dans ces mensonges. En réalité, toute votre personnalité est dans ces mensonges. Donc, on ne peut pas se cacher. Si on veut écrire, c'est ce que je dis aux scénaristes avec lesquels je travaille. Si on veut faire de l'écriture de scénario, il faut être à nu, il faut se mettre à nu. Accepter d'être soi-même et de se montrer tel qu'on est. Sans pudeur. Voilà, vous devez vous présenter nu dans votre sincérité. Ce n'est pas si facile quand vous écrivez des scénarios, quand vous êtes auteur. Ce n'est pas si facile d'écrire avec votre corps, votre âme entier, engagé entièrement. Parce que dans ce cas-là, vous devez révéler quelque chose de vous-même. Mais si vous ne le faites pas, ça va sonner faux, ça ne va pas être original, et ce ne sera pas sincère. Moi, j'écris parce que je suis en colère. J'ai cette colère qui m'habite en moi. C'est aussi simple que ça. Quel est ce film avec Marlon Brando quand ils sont à moto, là? Et puis il débarque et il dit « Mais Johnny, pourquoi t'es tellement pétard ?» Et l'autre dit « Eh ben, je suis fâché, je suis toujours fâché, je suis constamment fâché. » Voilà, c'est un peu ce qui m'anime aussi. Donc il faut que je trouve un divertissement à ma colère. Quelque chose d'autre qui me mette en colère. Et puis après, j'essaye bien sûr de m'améliorer, j'essaye d'être meilleur que je ne suis parce que les gens devraient mieux se comporter les uns envers les autres et je les incite dans mes histoires, dans mes scénarios. Mais moi, je m'en fiche en fait si les gens mentent ou pas. Je veux juste que tout cela soit sympa à regarder, qu'on ait envie. Je veux tourner un peu la roue, faire quelque chose qui fasse une petite différence, pas dans le grand panorama de la géopolitique, mais une petite différence qui vous fasse plaisir à vous. Vous savez, hier soir, voilà, ben je disais, j'étais en colère, et je l'ai dit à tout le monde, j'aurais peut-être pas dû. Ben écoutez, moi j'aime pas du tout l'écriture de films, l'écriture de scénarios, c'est une pure douleur, c'est un pur cauchemar, je déteste. Vous êtes face à vous.
et vous faites face à vos propres incapacités à faire quoi que ce soit. Ah non, je déteste. Je déteste avoir à vivre avec ça, l'obligation d'écrire, mais je le dois. Et vous, Hugo? Oh non, moi je me sens pas obligée, j'essaye toujours de voir quand est-ce que je peux arrêter, mais je ne peux pas m'en empêcher, je continue à écrire parce que c'est cette colère qui me pousse. Vous savez, je suis allée voir un thérapeute pendant un moment, hein. C'était le genre de thérapeute qui vous donne seulement 6 séances et puis c'est la fin. Moi, ça me plaisait pas mal, j'essayais de suivre. On a réussi à parler de ma mère. Bon, je me suis dit que bon, ben, ça a dû marcher et j'avais fini mes 6 séances. Je lui ai dit, voilà, on serre la main, merci, au revoir. Alors, je comprends le serment d'Hippocrate, enfin la psychothérapie, ça parle de vous, il faut que vous soyez motivé, que vous fassiez vos 6 séances régulièrement. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu une carte postale de mon thérapeute qui me disait « Je crois que vous devez revenir me voir. » Et là, je me suis dit « Oh non, il ne faut pas que j'y aille. » Mais voilà, c'est tout ce qui est ressorti de ma tête et ce qui fait que j'écris et que je suis en colère et que j'arrive pas à retourner voir mon thérapeute. Alors, créer des séries, ça équivaut à être envoyé chez le psy. Éric Rochant, je crois que si vous allez voir un psy, vous n'allez plus rien réussir à créer après. On a besoin de nos névroses, ou plutôt, bon, je ne vais pas dire ça. Je pense que vos créations vont s'en trouver modifiées si vous suivez une thérapie. Parce que votre univers, votre imaginaire vont s'en trouver changés et vous ne savez pas ce qui va en sortir. Ce qui va se passer après une thérapie. Bon, mais quelquefois, on n'a pas d'autre choix. Il faut aller voir le psy, on est trop mal. Surtout quand on n'arrive plus à écrire, par exemple. Dans ce cas-là, on va voir un psy pour essayer de comprendre pourquoi ce syndrome de la page blanche. Alors, on va regarder un autre extrait et puis continuer cette discussion. Alors, 2 scènes, je vais les appeler scènes de bureau. Il s'agit ici de l'écriture et de la réalisation, mais dans les histoires, vous devez raconter, en particulier vous, Eric, vous racontez vos histoires qui s'appellent le bureau. Bon, le bureau des légendes. Comment est-ce que vous gérez cette austérité, le fait que ces histoires sont très strictes, sont rigides? Il faut rentrer dans les détails techniques. Et je crois qu'ici, par exemple, vous avez des approches un peu différentes. Ce sont des scènes que... Je voudrais avoir votre approche du sujet. Comment est-ce que vous abordez la technicalité du sujet? Je suis venu aux films d'espionnage, aux histoires d'espionnage. Je suis venu en fait à ce type d'histoire à partir de John le Carré, avec la lecture de la trilogie, la taupe, etc. Et ce qui est fascinant chez John le Carré, c'est qu'il pouvait écrire 10 pages d'une seule scène avec des gens assis autour d'une table qui parlent de quoi que ce soit, de ce dont ils sont, de ce dont il s'agit à ce moment-là. Et c'est très tense, tendu, dense, parce qu'ils ont chacun des différentes positions à défendre. Il y a une lutte de pouvoir autour de cette table. Ils parlent de sujets techniques, mais en réalité, c'est une guerre de pouvoir. Et ça, vraiment, c'est fascinant chez John le Carré. Alors pourquoi? J'imagine que je voulais faire la même chose, mais dans un film. Peut-être l'un des plaisirs que l'on peut avoir, pas sur 20 minutes peut-être, mais c'est 20 secondes. C'est quand j'écris une scène avec des gens assis autour d'une table. Et ensuite,
je peux réaliser, je peux diriger, je peux faire que les acteurs agissent autour de cette table, jouent autour de cette table, et j'ai moi-même l'impression d'observer, d'être un observateur anonyme. Et je vais voir qui gère véritablement ce bureau, dans quel service, et je les entends parler du monde, parler de la mission, parler de ce dont ils doivent discuter. Ils débattent de la façon de faire les choses. Et quand je ressens que c'est vraiment comme ça que ça se passe, qu'on est finalement dans la vraie vie, alors je me dis, ah, ça va. C'est peut-être pas bon, mais ça va. Ça, c'était l'un de mes objectifs quand j'ai fait cette série. Je crois que ce travail, parce que c'est un travail technique. Et parce que c'est un travail, on peut le faire. Il faut juste être formé, il faut apprendre un certain nombre de choses, mais tout le monde peut le faire. On peut le faire. Et ces gars-là, finalement, ils sont comme nous. Nous, on est eux. Ils savent des choses, ils savent comment réfléchir. Peut-être parfois, ils savent comment faire certaines choses, mais ce ne sont pas des aliens, ce sont des gens comme nous. Quand on écrit une scène, on doit simplement penser « Comment est-ce que je peux faire ça, moi ? Comment je pourrais faire cette mission? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je ferais si j'étais moi-même assis autour de cette table avec ces gens? » Et cet univers est très dense, c'est très tendu. Et on doit réfléchir à quelle fenêtre on ouvre, à quel moment dans ce travail. Et quand je pense, ou quand je me dis que j'ai réussi à ressentir la tension dans ce type de scène, alors je crois que là, je sais d'où je viens. Et je me dis, ça va. Hugo, votre approche à la technicalité du film, de ce point de vue un petit peu. Dans cette scène, ce qui m'a intéressé, c'est le rôle joué par Stephen Wade, la personne qui s'assoit. C'est un homme bien dans un mauvais travail. L'histoire, c'est qu'il doit trouver la moralité dans toute cette histoire. Et ce qui n'est pas bien, c'est qu'à un moment donné, il a couché avec son patron, que l'on voit entrer par la porte, là. Et il regrette. La patronne, elle était mariée, donc il regrette ce qu'il a fait. Et puis, il se passe des choses dans un bureau aussi. Bon, mais ça m'est un peu plus égal. Je mets beaucoup de bureaux dans mes histoires, parce que je fais en sorte que mes personnages sortent du bureau à un moment donné, voilà. Et cet homme bien qui fait un mauvais travail ou qui fait un travail difficile, voilà, j'essaye qu'il s'améliore. Et dans tout ce qui entoure cette histoire, avec tout ce qui est mauvais, qui est dur, la politique, c'est horrible ce qui se passe tout autour de cette histoire, de ces personnages. Eh bien, ce personnage-là essaye finalement de s'élever, d'élever le bureau en règle générale. Et il devient une sorte de référence morale, parce qu'il n'a personne à qui se fier. Pas parce qu'il est le héros, mais parce qu'il commence à faire ce qui est bien. Tout le reste, c'est simplement se déplacer un petit peu, aller de l'avant. C'est la même chose avec Stunts. Est-ce qu'avec quand vous avez ici ce qui se passe, enfin des accidents par exemple, et qu'est-ce qui va se passer, comment ça va impacter l'action? Alors ici, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est la raison, on va comprendre pourquoi il doit quitter le bureau. Voilà. Je crois que le bureau en lui-même n'est pas intéressant, c'est ce que je suis en train d'essayer de dire. Ça va mener à des cascades, par exemple. Bon. J'essaye d'avoir des choses qui ont l'air d'être vraies. Donc, ce que je fais, enfin,
Il y a un peu plus sans doute de poésie peut-être là-dedans que de réalité effective. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intériorité des gens. Vous regardez la performance de l'acteur et vous vous dites « Ah oui, ça va, ce qui est en lui, ça ressort, oui, c'est bon, ça marche ». Et c'est comme ça que je place mes caméras. J'essaie de placer mes caméras pour vraiment voir cet échange psychologique au mieux. Donc vous avez dit le mot réaliste. Parlons maintenant de ce mot. Parce que dans ce genre, il y a deux façons de faire les choses. Mais est-ce que vous pouvez être complètement irréaliste? Pensez-vous que le bureau est totalement réaliste? Ou est-ce que vous vous situez sur l'échelle du réalisme? Je crois qu'on cherche tous les deux la poésie. On veut de la poésie. On veut avoir des métaphores. On veut pouvoir dire, on veut parler du monde. On veut parler des gens à travers des situations, à travers, comment dire, de biais, de trucs. On cherche la poésie. Et bien sûr, il y a différentes façons d'être poétique. Le réalisme est une forme de poésie. Et je vais vous raconter une histoire. Comment on peut avoir de la tension dans un petit bureau qui est plein. On n'a pas forcément besoin de tuer des gens pour avoir de la tension. Quand je faisais mon premier film, c'était un film très dur à faire, parce qu'on n'avait pas d'argent, on s'est retrouvé sans argent au milieu du tournage, le tournage a dû s'arrêter, donc vraiment, ça a été très douloureux, hein, mon premier film. Le tournage s'est donc arrêté. C'est comme, on vous dit, ben, vous ne ferez plus jamais de film, on vous permettra plus jamais de faire un film, parce que ça ne marche pas, c'est pas bon. Donc j'ai dû attendre 3 mois que le producteur retrouve de l'argent pour continuer à tourner. Et j'étais à ses côtés tout le temps. Je cherchais de l'argent avec lui, partout. Et puis on s'est retrouvé dans le bureau du distributeur. Et il essayait de collecter des fonds, voilà. Vraiment, ils essayaient vraiment de, comme on dit, manger le gâteau. Tout le monde essayait d'avoir la plus grosse partie du gâteau, voilà. Donc moi j'étais dans ce bureau, c'était le soir, et le type il prend son téléphone et il me dit « Ah, ne vous en faites pas, ça va être très brutal, mais ça va marcher. » Et je savais que la personne à qui il parlait à l'autre bout du fil, je savais que s'il ne tombait pas d'accord, alors le film était mort. Donc, ce type prend le téléphone et commence à hurler à l'autre au bout du fil. Et je les entends hurler. Et je me suis dit, ah, ça y est, c'est mort. Voilà, je suis juste mort. Oui, puis tu es un truand, tu fais que ce que tu veux, ça ne marche pas comme ça. Bon, il raccroche. Et moi, je me suis dit, ça y est, c'est mort, je suis mort. Et il m'a dit, ah non, tout va bien. Donc voilà, ce type de scène, on est dans un bureau, il y a un téléphone et c'est tout. Mais il y a une passion incroyable, il y a des scènes incroyables qui se jouent là. Il y a aussi quelque chose dans chacune de vos histoires, et on arrive ici au côté géopolitique. Mais parfois, il y a des histoires très sérieuses, hein, sur des sujets extrêmement sérieux. Mais il y a aussi des histoires d'amour. En particulier, dans Les Patriotes, Moebius et le Bureau des légendes, l'amour, c'est évidemment
ce qui va faire dérailler la machine. Et vous allez dans des histoires et des détails très intimes. Ce sont quand même des histoires géopolitiques, mais avec ces secrets d'intimité qui traversent l'histoire. Donc comment est-ce que vous faites entrer cette chair, cette humanité dans des histoires qui sont finalement géopolitiques et très froides? Il y a plusieurs façons de le faire. Avec cette femme honorable qui est complètement dans ce voyage. Et le projet suivant, Black Earth Rising, c'est pas très intime, mais bon. The Honorable Woman, c'est plutôt sur les secrets que l'on porte, on les connaît. Et le Black Earth Rising, pour Black Earth Rising, je me suis dit, c'est pas simplement un secret intime qu'il y a ici, c'est un secret de société. Et je voulais explorer comment l'Ouest avait répondu à ce type d'idées, ce type de secret, pas seulement à un niveau intime et individuel, mais au niveau de la société, au niveau de la culture de la société. Et est-ce qu'on avait le droit de s'engager vis-à-vis de ce problème? Et quand c'est devenu ce type d'histoire, exactement, c'est devenu une structure, une légende un peu différente, une narration différente. Je ne pense pas... Ça, c'est Black Earth Rising, qui raconte l'histoire de ce qui se passe après un génocide. On a la perspective d'une femme qui essaye de comprendre ses connexions à ce génocide. Ça a été très difficile à faire. Ça a été très difficile à livrer parce qu'en fait, il rentre dans un monde où la réalité n'a pas été achevée et on ne peut pas laisser les choses comme ça au niveau intime. Il faut que l'on engage le téléspectateur dans cette sphère géopolitique. Ça a été très difficile à faire. Donc on parlera de points géopolitiques un petit peu tout à l'heure. Je voudrais savoir ce que vous pensez. Comment est-ce que l'amour, c'est finalement ce qui fait tenir toutes ces histoires? Parce que là, on commence à aimer les personnages, on commence à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est l'amour finalement qui tient tout. J'en suis arrivé au film d'espionnage à partir de John le Carré, mais aussi à partir de Alfred Hitchcock, Notorious, qui est une histoire d'amour. Et ce qui m'intéresse dans tout ce qui est le renseignement, c'est que vous avez quelque chose qui est plus grand que vous. Vous devez faire quelque chose en réfléchissant à une dimension plus grande que vous. C'est une cause que vous servez. Et par les histoires d'espions, finalement, on parle du sens de sa vie. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Est-ce que je devrais faire ce que j'ai envie de faire? Où est mon plaisir? Où sont mes parents, ma famille? Mais en même temps, je vis dans une société, je vis dans un monde donné. Et peut-être que ce que je dois faire, c'est faire quelque chose pour le monde dans lequel je vis, pour le pays dans lequel je vis. Et vraiment, il y a une contradiction ici entre la cause sociale et la cause collective, la cause intime. Et parfois, vous ne savez pas ce à quoi votre vie devrait ressembler. Vous avez votre histoire, vous avez votre famille, tout ça, et vous vous dites, je suis en train de rater quelque chose. Je suis inutile. Je suis inutile, mais je ne fais... C'est pas que je ne fais rien pour l'avenir ou pour mes enfants, je ne fais pas assez. Et puis vous êtes prêt ensuite à mourir pour une cause collective, votre pays ou, je sais pas, une idée, un idéal, des valeurs. Et alors, vous pouvez perdre, rater quelque chose.
vous pouvez rater votre famille, votre amour. Il y a toujours une contradiction là-dedans. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est vraiment pas simple. C'est une question difficile à répondre, voire même impossible. Vous devez vraiment travailler là-dessus. Et l'opposé, c'est l'amour? Alors moi, ce que je trouve dans le genre dans ce genre, c'est que vous avez le mauvais garçon, le bad guy, à la fin de l'histoire. C'est dans James Bond, il y a un bad guy qui explose des voitures, je ne sais pas. Et là, il y a toujours des mauvais gars qui aiment les chats. Et moi, j'adore les chats. Donc, vous voyez, le type qui a un chat, qui adore son chat et qui est le méchant. Mais je crois qu'il faut toujours travailler sur la nuance de l'amour et de la haine. Ça, c'est toujours très intéressant à explorer d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue plus élevé également. C'est quasiment impossible de reconnaître le mal quand on est plongé dedans sans une cause. Il faut trouver une cause. Et quand on trouve une cause, on trouve une nuance, on trouve de la raison. C'est pas une justification que l'on trouve, mais on trouve une compréhension des choses. Et ce type de genre est extrêmement productif à explorer. S'il ne polarise pas les choses de façon binaire, mais il y a toujours une zone grise, vous savez, entre les deux. C'est la ligne il y a une ligne qui existe, une ligne entre l'ombre et la lumière. Et tout se passe entre les deux extrêmes. Et je crois que l'écriture, c'est l'exploration de ces nuances, entre l'amour et la haine. Et surtout la haine. Comment est-ce que l'être humain la comprend? Comprendre la haine, c'est la posséder. C'est lui permettre de prendre le pouvoir, finalement. Et ça, c'est très important. Let's watch one last clip. So alors, deux extraits qui traitent de questions géopolitiques. Et on tourne autour de ce sujet depuis le début de notre conversation. Comment abordez-vous cela? La réalité des tensions géopolitiques, ça c'est de l'histoire. Qu'en faites-vous? Et je vais rassembler toutes mes questions en une seule et vous laisser répondre. Quelle responsabilité estimez-vous avoir par rapport au devoir d'information, au devoir d'être exact par rapport à l'histoire? Vous, avec un grand H, vous racontez des histoires, mais vous parlez à 2 millions de personnes. Ouais, c'est difficile, Hugo Blick. Difficile. Avec Black Earth Rising, ça représentait 6 mois de recherche ardue. Et puis il y a quelque chose d'un peu frustrant. Je ne connaissais pas ma destination. Avec Black Earth Rising, je faisais des recherches pour The Honorable Woman. Je faisais des recherches sur le procès de Nuremberg à cause du lien avec Israël, évidemment. Je reviendrai au procès de Nuremberg. Mais avec le procès de Nuremberg, on a poursuivi des criminels de guerre. Et maintenant, on traite ces criminels de guerre devant la Cour pénale internationale. Et on a interviewé des gens qui travaillent à la Cour pénale internationale. Dans le cadre de ces recherches, on leur demande en quoi consiste leur travail. En fait, ils nous ont parlé de 40 personnes, une quarantaine de personnes inculpées. Là, c'est quand un pays, un pays s'adresse, saisit la Cour pénale internationale pour leur soumettre un dossier. Il se trouve que tous les dossiers soumis à la Cour pénale internationale concernent des Afghanistans. Or, tout ce qui se passe en Ukraine, au Myanmar, en Afghanistan, il y a beaucoup d'autres situations où il y a des criminels de guerre, où des enquêtes ont été ouvertes, mais il n'y a pas encore de mise en inculpation, en accusation. Il n'y a que des Africains qui ont été inculpés. Donc, ça m'intéressait, cette question, ça m'a intrigué.
Comment se fait-il? Qu'est-ce qui, dans notre relation à l'Afrique, fait qu'on en est là? Et puis j'ai poursuivi, j'ai avancé plus avant dans l'histoire, ça me passionnait, je ne connaissais toujours pas mon point d'arrivée, ma destination, mais je suivais ce fil et c'est ce fil qui m'a permis d'aboutir à la conclusion de Black Earth Rising. Donc en un sens, Black Earth Rising, tout particulièrement, eh bien là c'est l'histoire qui m'a guidée et c'était presque une forme de journalisme, toute cette investigation, cette enquête. Et après moi je dois tout rembobiner pour en faire une série, pour en faire une histoire. Ce qui n'est pas évident, car beaucoup des points soulevés n'ont pas encore trouvé leur résolution. Et cette résolution, c'était l'objectif de cette histoire, en fait. Mais j'ai dû diviser cela entre une partie plus fictionnelle et puis une autre avec une perspective plus historique. Ce n'est pas inhabituel. Toutes les histoires qui concernent la Seconde Guerre mondiale, on voit ça, par exemple. Donc, j'ai pris une perspective historique tournée sur le passé. Pour trouver la direction de la résolution, je me suis servi de la fiction pour explorer tous ces thèmes. Étant guidée en quelque sorte par les connaissances que j'accumule à mesure que je fais mes recherches. Donc au final, je ne sais pas si ça répond à votre question, nous avons la responsabilité de comprendre le thème dont on traite, mais on a aussi pleine liberté pour explorer ce thème jusqu'à la résolution, ce qui permet à la fiction et au ressort dramatique de jouer leur rôle. Moi, je ne prétends pas tourner un documentaire ou un essai politique, non. Je fais une fiction, et ce qui m'intéresse donc, c'est la vérité, la motivation des personnages. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Pourquoi est-ce que ce gars-là, on le voit comme un méchant et celui-là comme un gentil? Et où est le juste milieu entre les deux? Quand on traite tout cela avec profondeur et honnêteté, je crois qu'on peut parvenir à toucher une certaine forme de vérité. Ce n'est peut-être pas du réel, du documentaire, mais c'est plein de vérité, c'est sincère et exact sur le plan humain. Éric Rochant, quelle était la question? Alors, comment abordez-vous toutes ces questions géopolitiques que vous devez traiter à travers vos histoires? Les services de renseignement dans les pays démocrates ont un seul boulot, une tâche première, c'est de dire aux dirigeants du pays, au gouvernement de leur pays, de leur parler de l'état du monde, de leur dire ce qu'il en va du monde. Et ils ne peuvent pas faire bien leur métier s'ils mentent. S'ils disent quelque chose qui correspond à ce qu'ils voudraient que ce soit le monde, ils ne décrivent pas le monde tel qu'il est. Donc, ils doivent être, non pas objectifs peut-être, mais disons lucides. Ils traitent avec un monde infiniment complexe, terriblement complexe. Et les gens qui travaillent dans le renseignement ont à faire avec ce monde complexe et respecter cette complexité. Or, ce n'est pas si facile. Car tous autant que nous sommes, on n'aspire qu'à des choses simples, on veut des idées simples, on voudrait un monde simple où on sache où est le bien, où est le mal. On veut que tout ça soit aussi simple que possible. Car sinon, cela suscite trop d'angoisse si c'est trop complexe. Bon, il y a des gens que vous voulez haïr, eh bien voilà, et ceux que vous voulez aimer, vous pouvez les aimer à 100%. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce sont des personnages qui ont à accepter cette complexité. C'est douloureux. Parfois, ça tourne à la tragédie. Et parfois, ça engendre des dilemmes terribles en eux. C'est ça qui me fascine.
Et c'est ce que je fais avec le Bureau des légendes. Ce sont toujours des personnages aux prises avec des dilemmes épouvantables. Et nous, on n'a pas envie. On a envie que la situation soit claire, du noir, du blanc, les méchants sont là, les gentils sont là. Moi, je sais dans quel camp je suis, de quel côté. Or, la vie n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'elle est intéressante, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on continue de raconter des histoires. C'est infini, car le monde est si complexe. C'est inépuisable. Pierre Langlais. Est-ce que vous pouvez dire des choses de nature politique, par exemple? Je ne sais pas, mais est-ce que la fiction, pour vous, c'est une manière de commenter le monde, sinon de prendre position quant à la marche du monde? Je crois avoir répondu à cette question. Mon obsession, c'est d'essayer de débusquer la vérité humaine, être honnête avec moi-même, avec les personnages que j'ai filmés, que leurs conflits soient résolus, non pas qu'ils soient en harmonie forcément, mais au moins qu'on ait une impression de point d'orgue, que c'est la fin et qu'on a compris ce qui s'était passé. C'est tout ça qui me passionne. J'ai été frappée par quelque chose que tu as dit, Eric, et dont on n'a pas parlé. Et c'est passionnant pour ce qui est du monde du renseignement. Ça, c'est un point qui pose problème. Les espions, ils doivent croire, avoir la foi dans leur pays, plus qu'en la vérité. En fait, leur vérité, c'est la vérité de leur pays. C'est la vision de leur gouvernement de ce qui est acceptable comme vérité. Ce n'est pas leur vérité individuelle qu'ils défendent ou qu'ils recherchent. Et ça m'intrigue. Parce que ces types-là, ils sont intelligents, hein, les espions. Ce ne sont pas non plus des têtes brûlées, des extrémistes. Et pourtant, ils acceptent l'idée de mourir, d'être prêts à mourir pour leur pays et de croire leur pays. Et je ne connais personne qui soit si dépourvu de nuances par rapport à toutes ces questions. Et cette loyauté incroyable, ça m'intrigue. On parlait de la vérité humaine. Eh bien, il y a ces mensonges que racontent les espions, mais qui correspondent à un aspect de la vérité qu'ils veulent protéger. Mais c'est une vérité carapace, une vérité couverture. Et là, il s'agit de ce mythe de l'image qu'ont de même les pays et la manière dont ils pensent être vus et influer sur le monde. Vous voulez réagir à cela? Alors, répétez-moi la question. Non, mais vous partagez ce questionnement de Hugo Blick, et puis la vérité personnelle et la vérité d'État, deux choses différentes. Éric Rochon. Oui, c'est ce que je disais, il y a un combat perpétuel entre ces deux vérités, la vérité personnelle, la vérité d'État, votre cause intime, personnelle et la cause d'État. Mais nous tous, on est un petit peu des espions, comme tous ces personnages. Car on a ces questionnements et ce dilemme surtout à l'intérieur de nous. Il y a ce en quoi on croit, ce en quoi l'on croit croire. Et il faut réconcilier toutes ces vérités différentes. C'est pas facile. Hugo Blick, et bien sûr, vous créez des ennemis parce que pour cimenter la nation, eh bien, le meilleur moyen, c'est de vous faire un ennemi extérieur pour polariser toutes les frustrations. Donc, tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique pas vraiment au monde du renseignement parce que le renseignement, il fonctionne parce qu'il y a un ennemi. Pierre Langlais. Alors, dernier quart d'heure de notre discussion avant de prendre des questions-réponses, j'aimerais aborder des points plus techniques de votre métier. Vous avez des points communs, comme je le disais dans l'introduction. Vous faites tout vous-même, tous les deux. Vous écrivez, vous êtes producteur, vous écrivez le scénario, vous dirigez, et encore plus. Hugo Blick, vous travaillez seul, mais vous avez une équipe qui travaille avec vous, mais qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi estimez-vous devoir être partout? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être partout? C'est pour mettre votre marque complète sur votre création? Ou est-ce que vous voulez avoir ce contrôle sur vos créations? Hugo Blick.
Mais écoutez, je peins des portraits en quelque sorte, mais je ne peux peindre le portrait de personne d'autre, je ne peux peindre que mon portrait. Il faut que vous le compreniez. Par ailleurs, je fais des mini-séries, donc j'écris une seule histoire, je ne fais pas des séries récurrentes. Et je fais ça parce que la seule chose que je connaisse quand je démarre un projet, quand j'ai fini la recherche, je connais la dernière réplique, la dernière phrase de mon histoire. Et ça va être le point qui va m'orienter. C'est le sommet d'une montagne, une chaîne de montagnes qui peut être n'importe où. Mais dès que j'ai ma dernière réplique, je sais où je vais. Et ça me donne tout l'ADN. Et je sais comment je vais m'y prendre pour écrire et parvenir à cette dernière réplique. Là, peut-être ma singularité, c'est qu'en tant que producteur, je suis un peu un libertaire collectiviste. Ma partie collective, c'est que j'ai une vision. La vision, c'est ce qu'il y a tout en haut de cette montagne, à savoir la dernière réplique, la dernière scène. Et je peux communiquer cette vision à tous ceux qui viennent parler du projet, qui s'occupent de la production. Si ça fonctionne bien, si on travaille vraiment ensemble, si on partage cette même vision, ce point d'arrivée, après, une fois que la relation est engagée, là, c'est l'aspect libertaire, c'est-à-dire que moi, je lâche la bride à tout le monde. Si je travaille avec un scénographe, un décorateur, par exemple, là, je travaille sur 2 projets, moi, je ne vais pas voir ce qu'il va construire, les décors sur le plateau. Je n'ai pas de désir particulier, je lui fais confiance, il va interpréter la vision à sa manière. Même chose avec le compositeur, avec le directeur de la photo, etc. Donc, à la fin, ma maîtrise, c'est de lâcher prise, justement. Une fois que j'ai partagé cette vision avec tout le monde, avec le collectif, à ce moment-là, vous mettez votre intellect en marche. Les 200 membres de l'équipe vont faire ce cheminement par eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, en tant que producteur, je crois que c'est la seule chose que vous devez faire. Hein. Vous devez respecter les délais, respecter le budget, l'enveloppe budgétaire, c'est tout. Donc, en fait, vos journées filent très vite, vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment de temps. En tant que producteur, vous allez avoir des sueurs froides toute la journée. Parfois, vous savez, on dépense jusqu'à 70 000 $ par jour. Et vous vous dites, par exemple, je dois boucler ce qu'on devait faire aujourd'hui parce que demain, ça va être 70 000 de plus. Et à ce moment-là, vous demandez au réalisateur de régler le problème. Et dans ce cas-là, eh bien, on va lui demander de raccourcir son temps de tournage pour les scènes, etc. Mais souvent, c'est dans l'urgence, dans la contrainte que vous allez trouver 3 nouvelles scènes qui sont géniales, qui vont vous permettre de gagner du temps. Les gens qui travaillent avec moi, ils disent souvent c'est une blague. Hugo rend la journée bleak. Bleak, c'est un peu sinistre, si vous voulez. Donc, mais généralement, et puis si vous devez faire trop de prises, vous allez devoir engueuler celui qui a écrit le scénario si ça décolle pas. Donc souvent, on vient me voir et je réécris cette partie du scénario. Mais en fait, c'est la volonté de boucler la journée, d'y arriver coûte que coûte. Je travaille pour la BBC, pour Netflix, mais c'est un peu comme les bijoux de chez Tiffany. C'est quelque chose de bizarre, c'est très distinctif et il n'y a qu'eux qui fassent des choses comme ça. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux avoir ma marque, je ne tiens pas à plaire à tout le monde et je tiens à avoir ma marque de fabrique et je protège la vision qui m'est personnelle. C'est ça qui me différencie des autres. Éric Rochon. Les différences entre les mini-séries et les séries, eh bien, la série, elle est sans fin. On ne la termine jamais. On ne met jamais de point final. Plus encore, elle n'a pas de fin. Si elle a une fin, c'est une mini-série. Ça peut être une longue histoire, un long film, un long métrage. Mais la série, elle n'a pas de fin. Et puis, ça raconte toujours la même histoire. Saison après saison, on ne cesse de raconter la même histoire. Et on va en cercle concentrique. On avance. Chaque année, vous tracez un nouveau cercle.
Et si vous avez de la chance, en traçant un nouveau cercle chaque année, vous allez creuser, creuser, creuser plus avant, au fond, vers les couches terrestres profondes. Et vous allez réussir à découper un morceau de vie, de réalité, puis vous creusez, vous creusez. Vous allez toujours plus profond. C'est ça une série pour moi. Il n'y a pas de fin. Mais c'est un peu un cauchemar. Quel cauchemar! Imaginez, il n'y a pas de fin. Donc chaque année, vous produisez, vous écrivez le scénario, vous dirigez 500 épisodes. Non, pardon, 500 minutes. Vous écrivez, vous produisez, vous réalisez chaque année 500 minutes de série. C'est un véritable cauchemar et vous savez que vous allez recommencer l'année suivante, puis encore l'année d'après, et ça ne se terminera jamais. On arrête. Je veux descendre du train, je veux arrêter. Voilà, il fallait que je me plaigne un petit peu. Et Goblick dit, oui, du moment que tu arrives à le sortir, voilà, que ça ne te pèse pas sur l'estomac. Éric Rochon, oui, je dirais la même chose un peu que Hugo, là. C'est parce que, en effet, il faut livrer tant d'épisodes par an, et voilà pourquoi il faut travailler avec une équipe avec plusieurs réalisateurs, plusieurs scénaristes. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il vous faut travailler en équipe, il faut savoir déléguer, tout déléguer. Et puis après, il faut à tout prix maintenir l'unicité de point de vue. C'est ça, diriger une série. C'est ça d'être un showrunner, comme on dit. Mais encore une fois, tourner une série, c'est pas comme tourner un long métrage. Avec les séries, on a le temps de rien faire. On n'a pas le temps d'écrire le scénario, on n'a pas le temps de diriger. On est toujours à court de temps. Donc vous commencez votre journée de tournage. Vous avez une liste très bien faite de tous les plans à tourner. C'est parfait. Vous avez tout le découpage, les séquences, comment raconter, comment dérouler, plan large, travelling, etc., panneaux. Vous connaissez votre métier, vous savez raconter une histoire, vous connaissez le langage cinématographique. Et puis vous démarrez votre journée de tournage et à mesure que vous avancez dans la journée, eh bien, vous devez annuler les plans que vous avez tournés à la fin de la journée. Et vous devez annuler des plans que vous aviez prévenus. À chaque fois que vous prenez une minute de retard, vous sacrifiez un plan. Vous devez constamment mettre à jour, toutes les heures, vous devez mettre à jour votre langage. Ça, c'est un excellent point, parce qu'en fait, y a-t-il un réalisateur où vous devez avoir du courage le matin, vraiment. Et aller de l'avant le matin. C'est vrai pour les acteurs aussi, parce que j'ai l'effet du point de vue des acteurs. Les acteurs plus jeunes sont... Oh là là, s'il y a une scène avec une salle de bal, par exemple, pour un réalisateur, vous mettez l'acteur principal au milieu de la salle de bal, et il va passer, ou elle va passer toute la matinée à la périphérie. Et les acteurs vont faire ce qu'ils ont à faire, mais le réalisateur est là, il tourne, parce qu'il a peur de rentrer au milieu de la scène. Et au moment où il arrive au milieu de la scène, alors il y a tout l'ordre de tournage qui est complètement bouleversé, il n'a plus le temps. Et l'acteur va le tuer, parce qu'il a tout fait ce qu'il fallait faire le matin, c'était parfait. Et là, il arrive et il dit « Ah non, 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 ça marche plus, quoi ?» Enfin bon. Donc, il faut avoir du courage, vraiment. Allez direct vers les choses qui sont un problème pour vous, ou potentiellement un problème, faites-les le matin. Vous n'aurez pas le temps après. Un petit truc pour chacun d'entre vous si vous voulez être showrunner ou faire un truc. Et je ne sais pas si c'est la même chose avec vous, Hugo, mais les 3 premiers jours d'un tournage seront épouvantables, très laids, le mot exact. De toute façon, même si vous avez 120 jours de tournage devant vous, les 3 premiers jours, les 4 premiers jours, vous savez que vous allez perdre.
vous allez perdre du temps, vous allez perdre. Donc organisez-vous pour savoir le refaire à la fin. Les refaire à la fin, à chaque fois, c'est vrai. Vous échappez pas à cette règle universelle. Parce que vous commencez avec les acteurs, premier jour avec les acteurs, premier jour avec l'équipe, premier jour avec la technique, les techniciens, tout ça. Et premier jour avec vous-même. Ça c'est drôle. C'est pas tout à fait, c'est la même chose, mais Maggie Jones, qui joue The Honorable Woman, elle était bonne, hein, vous savez très bien. Et une fois que ça se passe bien, je regarde un petit peu, je suis un peu le témoin, je me dis oh tout va bien, ça se passe bien. Et puis, à un moment donné, elle est arrivée au 3e jour. Elle avait une scène à faire et je la regardais. Je lui dis, faites ce que vous avez à faire, vous ne savez pas mentir, donc faites ce que vous avez à faire. Et puis, c'était une toute petite scène. Je ne pensais pas que ça allait être un problème ou demander des larmes ou quoi que ce soit. Et elle a vraiment crié, pleuré, enfin vraiment, elle a donné de l'émotion. Alors moi, j'aime pas couper entre la troisième prise. Et elle continue à pleurer, mais vraiment pleurer. Je me dis, mais ça c'est marrant, je n'avais pas vu la scène comme ça. Bon, allez, on passe à autre chose. Et puis, je suis allée la voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais absolument pas ce que je suis en train de faire. Voilà, elle pleurait pour ça. Elle savait plus. Elle était à la journée 3. Et c'est pas moi qui étais dans un tel état, c'est elle. C'est très très drôle. Hein. Et je dis non, ça va, t'inquiète pas, tu ne racontes pas de mensonges, de toute façon tout va bien. Et ma réponse quand je lui ai dit non, tout va bien, c'est là que j'ai touché une corde sensible. Mais c'est vrai, les 3 premiers jours, il faut que ce soit fluide, enfin, mais méfiez-vous. Hein. Mais des fois, les choses empirent au fur et à mesure. Mais bon, on ne peut pas échapper à cela. Ça va aller à la poubelle de toute façon. Alors moi, j'ai un truc. Parfois, on ne peut pas retourner. On ne peut pas tourner à nouveau. Hein. C'est fini, ça y est. Donc, j'ai un truc. Je ne commence jamais avec le premier épisode. Si je dois perdre quelque chose, ça va. Si c'est le 5e ou 6e épisode, pas le premier. Le premier épisode est stratégique. Évidemment. Ne commencez jamais au début de l'histoire ou d'un personnage, par exemple. C'est une erreur. Et non, vous n'allez pas vous remercier si vous faites ça. Il faut peut-être démarrer un peu au milieu des choses. Bon.